Bonjour Madouilien, bonjour Madouilienne. Madouil, les trésors cachés du cinéma, n'a jamais aussi bien porté son nom qu'aujourd'hui. Parce qu'on va évoquer l'année 78, on va faire un voyage dans le cinéma durant cette année. Tout ce qui est sorti, et je vais vous révéler pas mal de perles, de trucs qui sont pas très connus, de films qui sont vraiment à découvrir, et vous connaissez ma passion, je vais partager avec vous mon amour du cinéma. Le 27 septembre 1978 est sorti un film que j'adore. L'argent des autres de Christian de Challonge. Si vous ne connaissez pas la chaîne, j'adore Christian de Challonge. Alors les gars, là je vais mettre un petit lien quand vous regardez la vidéo. Vous pouvez aller voir ma critique de Malville. Pourquoi j'adore Christian de Challonge? J'adore les réalisateurs où la mise en scène est le plus important. Où vraiment c'est la mise en scène qui parle. J'aime pas les réalisateurs qui comptent trop sur les dialogues. Je suis de l'école d'Hitchcock. Ce que j'adore chez Christian de Challonge, il y a quelque chose de l'ordre de l'expressionnisme allemand. Il y a une abstraction de la mise en scène, il y a quelque chose vraiment de très travaillé. Et pour moi, c'est vraiment un grand réalisateur, un magnifique réalisateur, complètement sous-estimé en France. Et L'argent des autres, avec Malville et son docteur Petiot, est l'un de ses meilleurs films. C'est une démonstration du côté anonyme de la grande entreprise, du côté inhumain de celle-ci, de son côté presque fascisant. Je vous propose de plonger dans ce film qui, en 1978, pouvait s'avérer un cauchemar, mais qui en 2025 est devenu une réalité indispensable. L'argent des autres de Christian de Challonge, surtout qu'il y a un Jean-Louis Trintignant absolument extraordinaire. Et moi, quand il y a Jean-Louis Trintignant, je suis toujours preneur. Je suis ainsi un grand fan du Voyou de Claude Lelouch, c'est très bien le Voyou, ou du Grand Silence de Corbucci. On avait évoqué l'argent des autres, mais Le Sucre, c'est un film sur les dangers de la spéculation boursière. On y retrouve Depardieu, Jean Carmé, et c'est ça que j'aime dans ce cinéma, c'est que ce sont des acteurs populaires à l'époque, et ils sont dans un film engagé, mais un film engagé ne veut pas dire un film vu par personne. Le Sucre est un film didactique qui vous montre ce qu'est la spéculation, les dangers du capitalisme, les dangers de la bourse. Et c'est vraiment bien fait. Alors, c'est vrai que le film n'est pas le plus révolutionnaire du monde, mais c'est porté par deux grands acteurs, et voilà, moi j'aime bien ce cinéma populaire qui essaye de faire réfléchir son public. Puis en plus dans le film on a un excellent Piccoli et un bon Roger Hanin. Eh oui, Roger Hanin était bon. Ah, je suis désolé, Roger Hanin, on a trop bouffé de Navarro et tout, il jouait quand même pas très très bien, il est pas très bon non plus chez Arcadie, mais là il est bien, Piccoli est toujours génial. Et en plus le film a un ton satirique, c'est-à-dire il y a une forme d'humour, et voilà, il est didactique, mais vous allez jamais vous ennuyer, vous allez passer un excellent moment. Donc je vous invite à voir Le Sucre de Jacques Rouffio et un autre film de lui que j'adore. Alors là, mais vraiment je suis absolument fan, c'est 7 morts sur l'ordonnance. On est à la fois dans le thriller, dans la dénonciation des petites villes de province, mais c'est un excellent film. C'est absolument génial. C'est une ambiance à la lisière du fantastique. Je l'adore. Et voilà, c'est cadeau, c'est une recommandation, mais c'est tout le principe de cette émission. Donc voilà, donc je vous invite à voir Le Sucre, sorti en 78. Et 78 pour le cinéma français, c'est une bonne année. Une excellente année même. En mars 1978, si j'ai trouvé la bonne date, est interdit à l'époque aux moins de 18 ans À la recherche de Mrs. Goodbar avec Diane Keaton de Richard Brooks. À la recherche de Mrs. Goodbar voit une jeune institutrice se perdre dans les lieux interlopes de la nuit et avoir des aventures sexuelles. Certains détestent, certains adorent, certains trouvent le film absolument irregardable, trop vieux. Moi je trouve que c'est un beau film, c'est une lumière réaliste que l'on doit à William Halfraker, qu'une bande en manchot, entre autres Rosemary Baby, au niveau des images. Les utopies des années 70, c'était fini. Et À la recherche de Mrs. Goodbar montre que ces utopies de liberté, d'être maître de son corps, on laisse pas faire. On laisse pas faire à la gente féminine. Il y a toujours des mecs bien machos. Les mecs veulent toujours garder leur pouvoir. C'est tout. Et encore plus maintenant. Voilà. Donc j'aime bien La recherche de Mrs. Goodbar. Puis Diane Keaton, superbe. Parce que elle est merveilleusement belle. Elle est extraordinaire. Elle joue bien. Puis en plus, on a des super seconds rôles. Richard Gere, Tom Berenger. J'aime bien vous dire quelques anecdotes sur le film. Richard Brooks a pris le cachet minimum pour le film. Il faut le savoir. Parce qu'il voulait la liberté totale pour le diriger. Les scènes de nuit ont été tournées en équipe réduite, équipe minimum. Et il faut savoir que Diane Keaton, pour les scènes d'amour, faisait diffuser en musique Bach parce que ça la détendait. Pourquoi pas? Parce que de toute façon, la musique de Bach est extraordinaire. Moi, j'aime beaucoup Bach. Donc, c'est un bon choix. Je vous avais dit que je vous ferais découvrir des films. Alors, celui-ci, il est pas du tout connu. Et je l'aime beaucoup. J'ai vu, je crois me souvenir, sur La Caverne des Introuvables. Alors, La Caverne des Introuvables, certains vont s'en rappeler, c'était un moment sur Internet et c'était quelqu'un qui avait mis tous les films dont il n'y avait pas de copie physique. J'avais adoré ce film sur cette cohabitation entre cette nana qui est obligée de louer son appartement à cet acteur complètement fou, joué par Richard Dreyfuss. Alors, c'est pas le film de l'année. C'est pas un chef-d'œuvre, mais c'est une comédie romantique, j'en garde un excellent souvenir. Alors, ça fait des années,
mais j'avais rigolé, j'avais passé un bon moment. Dreyfus est absolument extraordinaire, et je crois qu'il a eu l'Oscar pour ce film. Herbert Ross, la réa, alors Herbert Ross, moi j'adore, c'est Sherlock Holmes attaque l'Orient Express, la solution à 7%, Sherlock Holmes qui rencontre Freud, excellent film et excellent roman de Nicolas Meyer. Nicolas Meyer, alors les gens de la chaîne le connaissent bien, parce que je l'adore, j'ai quand même beaucoup parlé de son film C'était demain. Si vous ne connaissez pas C'était demain, vous ne regardez pas la chaîne. Non, allez voir la vidéo tout de suite. Mais alors, si vous voulez voir un bon petit film, si vous voulez rigoler, si vous voulez vous détendre, voir une belle histoire amoureuse, parce qu'on n'a pas toujours envie de voir des trucs tristes. Je vous ai quand même parlé de films politiques, de Mrs. Goodbar. Alors regardez, franchement, regardez Adieu Jaurès. Franchement, je vous le recommande. Franchement, regardez Adieu Jaurès, c'est vraiment un feel-good movie, un très bon film. Bravo à Herbert Ross, bravo à Monsieur Richard Dreyfuss, j'adore ce film. Petite anecdote, je vous avais dit qu'il y avait eu l'Oscar. Richard Dreyfuss a l'Oscar à 30 ans à l'époque, et ça a été le plus jeune acteur à avoir l'Oscar pendant très longtemps, puisqu'il a fallu attendre Adrien Brody pour Le Pianiste, qui lui a eu l'Oscar à 29 ans. J'aime beaucoup ce petit film, dont le tournage semble avoir été difficile, puisqu'il y a eu 12 sociétés. Je crois qu'il y a eu un début de tournage, puis après ils l'ont rechangé et tout. Mais bon, le résultat est un excellent film. Autre film sorti en 1978, La Balade des Dalton. Alors, je n'ai pas vu La Balade des Dalton. Pourquoi je vous en parle? Parce que j'avais envie de parler du studio Idéfix. Alors le studio Idéfix, ça avait été fait par Goscinny, principalement, avec Uderzo. Et l'idée, c'était vraiment d'offrir à la France le meilleur de l'animation, d'avoir vraiment un équivalent des studios Disney, mais en France. Car Goscinny n'était pas totalement content du travail qu'il y avait eu avec Bellevision. Tout d'abord parce que Bellevision avait fait des Astérix sans son assentiment, et donc il avait fallu faire interdire, je crois que c'était la Serpe d'Or. Goscinny avec Uderzo avait été obligé de coller au basque du studio Bellevision pour Astérix et Cléopâtre, puis il voulait vraiment une animation au-dessus et tout. Donc il forme le studio Idéfix. L'école de Gobelins, ça a été créé à cause des 12 travaux d'Astérix, parce que le studio Idéfix avait besoin d'animateurs, et donc en accord avec l'État, on a plus ou moins créé une école de dessin animé. Alors studio Idéfix, c'était une super idée. Goscinny l'a vraiment porté, mais Goscinny nous a quittés à cause d'un arrêt cardiaque. Goscinny est mort à cause d'un test d'effort chez son cardiologue, mais qui n'était pas là, donc je crois que c'était un assistant, et ça, après en France, ça a changé beaucoup de choses, puisqu'à partir de ce moment-là, on a fait une réforme des tests cardiaques et tout, voilà, il y avait de l'équipement à avoir et tout, à cause de la mort de Goscinny. Il faut dire ce qu'il y a, Uderzo, après, s'est débarrassé du studio, parce que ça coûtait très cher et tout. Le studio Idéfix, c'est 2 films, c'est les 12 travaux d'Astérix, que j'adore, je reviendrai un jour dessus, et je vous raconterai aussi l'histoire vraiment plus précisément du studio Idéfix, et cette balade des Dalton. Voilà, donc je n'ai pas vu le film, c'est vrai, j'ai vu les 12 travaux, mais je voulais vous faire cette anecdote parce que c'est tout l'esprit du Madwheel. On parle de cinéma, on évoque, et c'est intéressant à savoir sur La Balade des Dalton que c'est le 2e film du studio Idéfix et l'histoire de l'école des Gobelins. Pourquoi évoquer Les Dents de la Mer 2? Déjà, pour une chose, Jeannot Swark, son réalisateur. Et moi j'aime beaucoup Jeannot Swark. Bon, je suis un fan absolu de son film romantique, d'après Richard Matheson, Quelque part dans le temps. On vous a déjà vu plusieurs fois la vidéo sur ma chaîne. Mais j'aime aussi le réalisateur de Supergirl. Oui, et les gars, j'assume. Supergirl, je trouve ça super bien réalisé. Alors, vous pouvez ne pas aimer le scénario, ce qu'en ont fait les producteurs, mais la réalisation, c'est solide. Et Les Dents de la Mer 2, qui était quand même un merdier sans nom. Il y avait quand même un réalisateur, Hancock, qui avait été pris. Il a rien réussi à tourner, où il faisait un film d'ambiance gothique. Bon, le studio est pas content. Le studio est pas content, et on va chercher ce Stavkanoviste de la télévision, d'origine française. Et il a fait un super boulot. Bon, Les Dents de la Mer 2, c'est pas un grand film. C'est quand même bien meilleur que les autres. Hein. C'est quand même le meilleur de tous. C'est super bien réalisé. Ça vaut pas le film de Spielberg, mais c'est une bonne série B. Et c'est tout Jeannot Swark. C'était un très grand technicien, un très bon réalisateur, pas un artiste, au sens où il n'avait pas révolutionné le monde, il n'avait pas proposé un univers original. Mais par contre, c'est quelqu'un qui savait filmer, qui savait bien filmer. Donc Jeannot Swark, c'était l'occasion de l'évoquer. Regardez Les Insectes de Feu, son film sur les cafards géants. Voilà, moi j'aime beaucoup. Je crois qu'il est disponible sur Prime. Bon, vous cherchez. Tout est trouvable quand même maintenant. Et voilà. Et Les Dents de la Mer 2, suite honnête, voilà. Suite honnête des Dents de la Mer. Suite honnête d'un chef-d'œuvre, donc pas un chef-d'œuvre, mais un excellent film. Sorti en 1978, en août 78, Driver de Walter Hill. J'adore ce film, en plus j'adore le casting, Ryan O'Neal, super. J'adore le casting, Ryan O'Neal est un très bon acteur. Il est très bon. Voilà, même comparé à Drive de Villeneuve, et son acteur principal, beau gosse, moi je préfère Ryan O'Neal, je le trouve bien meilleur en tant qu'acteur. Bruce Dern, excellent, excellentissime en flic qui poursuit. Isabelle Adjani en femme fatale. Non, mais que dire?
du cinéma, de la réalisation, d'une écriture de scénario simple mais efficace. Un film qui se la pète pas et en même temps qui est une œuvre absolument grandiose, une œuvre cinétique, une œuvre parfaite sur le jeu du chat et de la souris, et qui n'est pas une série B qui se la pète, et pourtant qui est un film bien plus, pour moi, d'auteur, bien plus intelligent par son abstraction, par sa manière de créer un univers, que le film de Winning Refn. Donc non, je suis désolé, moi. Ah non, mais alors je suis totalement désolé. Driver de Walter Hill, chef-d'œuvre. Drive de Winning Refn, qui lui pique quand même beaucoup de choses. Quand on a vu le film de Walter Hill, moi j'oublie le film de Refn. Sincèrement, oui. Voilà. Donc Driver, j'ai déjà fait une vidéo, donc allez la voir. Je vous la mets en lien. Et puis, c'est un super film. C'est un super film, vraiment, non, j'adore. De toute façon, je suis un grand fan de Walter Hill, mais c'est comme Les Gardiens de la Nuit, ce mec, il arrive à arriver à l'essence même. Alors, l'essence même, c'est-à-dire, il dénude. On a l'impression qu'il dénude tous les fils de son scénario à arriver au scénario le plus resserré, le plus efficace, et sa mise en scène, c'est pareil. Efficacité, mais dans le sens le plus noble du terme, c'est-à-dire que chaque plan fonctionne, que le langage cinématographique est tellement efficace qu'il dit tout par l'image, il n'y a pas besoin de le faire dans les dialogues, il n'y a pas un plan en trop, on n'est pas là pour faire de l'esthétique, on est là pour vraiment arriver à la forme la plus pure du cinéma. Donc Monsieur Walter Hill, vous étiez un génie, et Driver est un excellent film. Autre film sorti en 1978 en France, La Grande Menace. Ah, ce film-là, on l'a tous cherché parce qu'il était dans les 100 meilleurs films de Mad Movies à l'époque, du grand Mad Movies. Les années 90, je suis beaucoup moins fan du Mad Movies actuel. Et on voulait tous le voir. Mes souvenirs du film, c'est que la mise en scène de Jacques Gold était classique. Mais j'ai pas souvenir de quelque chose de révolutionnaire. Mais c'était bien fait. Richard Burton, très bon. Lino Ventura s'en sortait très bien. Le script est plutôt malin sans révéler trop, mais sur cet écrivain qui semble avoir des pouvoirs et qui semble lié à pas mal de catastrophes. Et c'est vraiment... c'est un film à part. Voilà, c'est un film original parce qu'on n'est pas habitué de voir Lino Ventura dans ce type de réalisation. Mais c'est solide, c'est une bonne réalisation, c'est bien. Ce n'est pas un chef-d'œuvre. C'est pas le film de l'année, mais c'est une étrangeté à voir. Et en plus, Burton, voilà, il a la classe, il s'en sort bien. Et la chute finale, elle est bien. La chute finale, elle marche vraiment bien. Donc j'en garde un bon souvenir. Un bon film, pas un grand film, pas un très bon film, mais un bon film. Pour ma part, moi j'avais de la chance, j'avais un vidéoclub à l'époque où il y avait pas mal des films cités dans leur série de Mad Movies, et le mec il gardait les cassettes au lieu de les revendre. Donc j'en ai vu pas mal, mais celui-ci c'était pas le plus évident à trouver. Mais bon, je vais vous dire, par exemple, moi j'avais un vidéoclub où il y avait les Peter Ver. La Dernière Vague, Picnic en Hanging Rock, moi j'ai pu les voir là-bas. Donc je crois qu'il avait aussi La Grande Menace. Donc vraiment, voilà. Allez, j'avais de quoi satisfaire ma cinéphilie. Et je pense que la Grande Menace est un film qui est très aimé parce que c'est un film qu'on a cherché. On a été beaucoup à lire le hors-série de Mad Movies en se disant « Mais c'est quoi ce film avec une Ventura à moitié fantastique et Richard Burton ?» Et on l'a cherché, donc quand on le trouvait, forcément, on ne pouvait que l'aimer. 18 janvier 78, donc presque un mois avant mon anniversaire. Tendre poulet de Philippe de Broca. Bon, pareil, il y a une vidéo dessus, donc je reviens pas longtemps. C'est un film absolument génial. J'adore Noiret, j'adore Girardot dans le film. C'est un couple génial, l'intrigue tient bien la route, c'est charmant. Alors que, sincèrement, à la revoyure, j'aime pas du tout la suite. On a volé la cuisse de Jupiter. Mais alors le premier, c'est un régal. Pour moi, c'est le film populaire parfait. Mais mon Philippe de Broca, c'est un peu les films populaires parfaits. C'est un de mes cinéastes préférés du cinéma populaire français. Et donc Tendre poulet, ce mélange de polar, de comédie romantique, de ces deux un peu paumés de la vie, mais qui vont se rencontrer. C'est adorable. C'est un film pour tout le monde, mais fait avec soin et tout. Donc... très bon film, donc je vous invite à voir Tendre poulet et à regarder ma vidéo que j'avais fait dessus. Sorti en 1978, Fist de Norman Jewison. Moi j'adore Norman Jewison, Rollerball est un de mes films préférés. C'était sur l'histoire du syndicat mené par Jimmy Hoffa des camionneurs et interprété par Stallone qui voulait vraiment casser son image. Et Fist montre que c'est un excellent acteur, mais moi j'en suis convaincu. Stallone a toujours été bon, même dans ses films mauvais. Bon, pas les dernières, les cochonneries là, qui tournent dans les pays de l'Est pour ses impôts, mais ça a toujours été un solide acteur et bien dirigé. On se rappelle de Jasmine Gold, je vous rappelle ma vidéo sur Copland, là, où il était fabuleux. Fist, il est très bon et ça a été un gros échec, comme La Taverne de l'Enfer qui sort un an plus tard, où vraiment c'était intéressant parce qu'il voulait casser un peu
le cinéma de Stallone, ce qu'il avait fait, il voulait sortir de Rocky et tout, bah il n'en sortira pas parce que Rocky plutôt sera tel un phénix. La résurrection pour lui à chaque fois que ça allait mal dans sa carrière. Mais Fist, c'est solide. Je l'ai vu il y a pas mal d'années, mais j'ai souvenir d'un film solide, bien réalisé par Joe Wilson. C'est tendu, avec un Stallone très bon. Étonnant, voilà, on ne s'attend pas à Stallone dans ce genre de film, plutôt un film engagé et social, mais c'est très bon. Donc je vous invite à découvrir le Fist de Norman Jewison avec Stallone pour le voir dans un registre différent de ses rôles à la Rocky. Petite anecdote sur le film, parce qu'il joue Jimmy Hoffa, mais sous un autre nom, quoi. C'est inspiré de Jimmy Hoffa. Et bah son fils dans le film, c'est Anthony Kiedis, le chanteur des Red Hot Chili Peppers. Ça ne sert à rien, mais vous le savez maintenant, donc vous pouvez chanter Californication tranquille. Il a joué dans Fist avec Sylvester Stallone. C'est un tournage qui a été difficile parce que Stallone était tellement devenu une star que il y avait des fans qui suivaient partout, sur tous les lieux où il allait tourner, il y avait des fans, ça allait crier, ça demandait des autographes, donc il fallait que Stallone se déplace 2-3 fois pour aller les voir, et ça ralentissait le tournage, donc vraiment, Stallone était devenu une star, mais à un point inimaginable. Norman Jewison a vu le Rocky avant qu'il sorte dans les salles, il était déjà convaincu que ça ferait un carton. Donc notre ami Jewison, a dit je t'engage aussi pour Fist, voilà, il a vu le potentiel de l'acteur, le potentiel du film dans lequel il avait joué. American College de John Landis, sorti en octobre. Alors, 78, moi j'aime bien ce film. Alors j'aime bien. Bon, c'est tout l'esprit de National Lampoon, qui était un magazine américain. Et voilà, c'est foutraque, c'est rentre-dedans, c'est gentiment grivois, c'est des bêtises d'étudiants avec du ultra, delta, machin. Alors, bon, voilà, c'est un film, on voit la fin, on comprend tout. Qui a vu la fin du film comprendra. Non, mais c'est du délire, mais c'est très sympa. Puis Bellucci qui joue mais le mec, tellement idiot qu'il en est absolument charismatique. Alors oui, c'est sur les mauvais garçons qui foutent le bordel, mais il y a un esprit quand même libertaire derrière, parce que c'est quand même les mecs qui foutent le bordel, ils sont pas forcément des milieux les plus bourgeois, il y a les corporations, il y a dans les grandes écoles, il y a les machins des fils d'eux et tout, et eux, c'est l'anarchie. C'est vraiment contre le système, et c'est plaisant, et c'est une époque passée, parce que quand on voit comment les mecs des grandes écoles nous contrôlent le monde à peu près comment, qu'on n'est vraiment pas dans une société, alors ça c'est clair, on vous ment, la méritocratie, ça n'existe pas. Hein, bon, regardons qui est au pouvoir, et on voit, tout de suite aux États-Unis, Trump, grande dynastie, on n'est que sur des familles d'ultra riches, ils ont raison National Lampoon, on va foutre le bordel, on va tout casser, ça va faire du bien. Voilà, donc c'est vraiment... Je dirais que c'est le film de base sur la comédie étudiante rentre dedans. C'est bien meilleur que Porky's. Porky's, c'est beaucoup plus de blagues érotiques, de mauvais goût. Non, là, il y a de l'absurdité. Moi, j'aime beaucoup. Le film est basé sur les souvenirs d'Harold Ramis. Harold Ramis, on le connaît, Ghostbusters, mais où il jouait le rôle d'Egon, et aussi comme réalisateur, Un jour sans fin. Ivan Reitman, réalisateur de Ghostbusters, qui a été producteur au Canada. Donc voilà, ça serait basé sur leurs souvenirs. Bon, je ne sais pas, mais c'est foutraque, c'est rentre dedans, c'est irrévérencieux, et c'est anarchique. Moi, je vous dis, c'est le côté anarchique que j'aime. C'est vraiment le côté, on va faire exploser les bourgeois. Ouais, moi j'ai un petit côté coco et je le revendique, donc j'ai beaucoup aimé. Petite anecdote en passant, je vais vous évoquer Mélodie pour un tueur de James Toback. Alors juste, je vais vous l'évoquer pour une chose. De battre, mon cœur s'est arrêté, vous connaissez. Et c'est un remake de Mélodie pour un tueur avec Harvey Keitel. Donc le film original est sorti en 78, réalisation de James Toback. Ça a plutôt la réputation d'être un bon film, mais a priori son remake est bien de Jacques Audiard, est bien plus travaillé, beaucoup plus émotionnel. Jacques Audiard aimait le film, mais il lui trouvait pas mal de défauts, et donc il a voulu en refaire un film, mais sachez-le. Mélodie pour un tueur est l'œuvre matricielle originale qui donnera De battre, mon cœur s'est arrêté. Voilà, c'est une petite anecdote en passant. Coco est un documentaire. Il se passe aux eaux de San Francisco. Et on suit Penny Watterson. C'est une étudiante en psychologie qui apprend à Coco, depuis son plus jeune âge, la langue des signes. Déjà, Barbet Schroeder, super documentariste. Moi, je m'ennuie jamais. Le vénérable W, l'avocat de la terreur sur le maître Vergès. C'est toujours son documentaire sur Amin Dada. C'est vraiment, on a mis ces trois documentaires sur ces trois figures qui font à la fois peur, sur la terreur. C'est vraiment, il y a un super travail. Et Coco, c'est super bien fait.
Ça suffit tout seul. Vraiment, il y a, c'est un grand cinéaste, quoi. Il a le sens du rythme, qu'il soit un documentaire ou pas. C'est quand même le réalisateur, entre autres, du Mystère Van Bülow. Belle carrière à Hollywood, super carrière en France. Un grand monsieur. Moi, j'adore Coco. C'est un film qui me touche beaucoup. Alors, je sais, on a dit beaucoup, oui, la personne qui lui a appris le langage, la coupée de la nature, j'entends, et je pense que ces arguments sont vrais. Mais Coco, faut se rappeler quelque chose, essentiel. C'est qu'elle elle a aidé à ce qu'on fasse plus attention à l'animal. C'est le film qui a fait comprendre à une grande part du public qu'il y a une conscience animale. Et qui dit conscience, dit aussi douleur. Donc respect. Respect de l'animal. Arrêtons de le torturer. Alors, ça n'a pas tout réglé, mais c'est un film qui a joué vraiment pour éveiller les esprits. Et en ça, c'est un film important. Puis c'est, voilà, je vous dis, c'est du Barbet Schroeder, donc c'est très, très, très bien. Donc Coco, le gorille qui parle, je vous invite à le voir, un super documentaire. Manouil, on le voit souvent comme un fan de cinéma américain, un fan de genre. Déjà, fan du cinéma américain, on va se calmer un petit peu, parce que parmi mes cinéastes préférés, ils sont souvent italiens. Il y en a deux. Bon, j'adore Argento, mais il y en a un autre que j'adore. Alors c'est pas... Ça peut étonner quand je le dis, c'est Dino Risi. Ah, Dino Risi, c'est mon maître. Parfum de femme. Extraordinaire, mais au nom du peuple italien, mais c'est grandiose. Et en 78, il fait Dernier Amour. Encore une réussite. Alors, j'adore ce film parce que on suit un comédien interprété par Ugo Tognazzi. J'ai jamais su le dire, Ugo Tognazzi. Bon, en France, on le connaît pour La Cage aux folles, mais moi, je le préfère vraiment, vraiment dans le cinéma italien, et surtout chez Risi. Et il est génial dans un comédien un peu comique, mais qui arrive dans une maison de retraite. Les autres font beaucoup plus vieux que lui. Lui, il est plein de vie et tout, et il va tomber amoureuse d'une jeune fille, d'une jeune femme, absolument magnifique. Comment dire autre chose? Ornella Muti. Mais quand il va sortir de la maison de retraite, et ça va pas se passer pareil. Et c'est un film sur l'âge, sur le temps qui passe. Comme moi, je vous ai pris l'année 78, donc et c'est bientôt mon anniversaire. Et non, c'est très beau. C'est très beau, c'est Risi. À la fois, c'est léger, à la fois, c'est profond. À la fois, bon, déjà, la photo est très belle, puis j'adore. J'adore surtout le passage dans la maison de retraite, sur le temps qui passe, sur comment cet homme représente d'un coup un souffle de vie. Dans cet endroit où on attend la mort. Et à la fois cette fin un peu plus douce amère qu'il y a avec Ornella Muti quand ils sortent des lieux, mais qui est logique. Non, super, Muti, elle est extraordinaire. Je suis amoureux. Ornella Muti à l'époque, je suis amoureux. Et lui, il est génial, très beau film, comme tous les films de Risi. Alors, je suis fan de Risi, par contre, Dagobert... Allez, les Risi Coluche, moi j'aime moins. Mais à cette époque-là, super. Très beau film, de la grande comédie italienne, chef-d'œuvre. Voilà. Ce qui était beau avec le câble à une époque, c'est que tu regardais des films à 10h, 11h, quand tu n'arrivais pas à dormir, et tu voyais des petites merveilles. Et Mort Suspect de Michael Crichton, ça en fait partie. Qu'est-ce que j'adore ce film! Thriller adapté d'un roman de Robin Cook, si je ne me trompe pas. Déjà, il y a le casting. Geneviève Bujold, j'adore. Je suis tombé amoureux d'elle. Dans Le Roi de cœur de Broca, et ça n'a jamais arrêté après. Et Michael Douglas, c'est un excellent thriller médical. On est à la limite du fantastique de l'SF sans tomber dedans. Moi, j'avais adoré. Alors, je l'ai vu il y a longtemps, mais c'est hyper efficace. Mais alors, vraiment, où il avait un super assistant réalisateur, un chef-op de génie qui faisait tout le boulot, où ce mec sentait le cinéma. Parce qu'au final, Michael Crichton, bon, alors on oublie les polémiques, parce que tout le monde lui en veut. Parce qu'on sait qu'il a remonté le 13e guerrier. Ok, il a fait Man West avec le parc d'attractions. Je parle du film, pas de la série où tu tombes d'ennui au bout du 2e épisode, où tu as à peu près compris tout. Oui, je sais, les fans de la série vont me tuer. Non, moi je trouve ça hyper chiant. Ah, c'est long. Allez, essentiel. Mais j'adore le film avec Hugh Brunner, avec ce parc d'attractions où les robots se dérèglent, j'adore. Et alors après... quelle filmographie! 78, super, Mort Suspect. Voilà, on en a pas. J'adore ce film. Et puis 79, La Grande Attaque du Train d'Or. Oh là 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 là! Un film de vol génial avec Sutherland et tout. Sean Connery, un régal. Et après Looker. Alors Looker, moi j'adore. Je trouve que vraiment il y a quelque chose et c'est pas un film assez considéré. On va faire une vidéo sur Looker. Hein, mais faut vraiment. En plus, je crois que j'avais écrit un texte, donc j'ai un texte en réserve. Non, on va vraiment en parler. Et puis après, Runaway l'évadé du futur, moi j'aime beaucoup. Bonne série B. Et c'est en dessous, mais alors, moi, les 3 films précédents. Mort Suspect, La Grande Attaque du Train d'Or et Looker. Putain, 3 super.
super film. Attention les enfants, regarde. Produit par Alain Delon. Réalisé par Serge Leroy. Serge Leroy, cinéaste atypique, la traque. Et le scénario est assez... Moi, je le trouve fascinant. C'est le genre de scénario que je tombe dessus, j'ai envie de le voir. Mais très différent de ce qui se fait d'habitude en France. C'est l'histoire d'un groupe d'enfants, et leur gouvernante meurt dans un accident, et leurs parents sont jamais là. Et eux, ils vont continuer à vivre. La gouvernante est morte, mais ils prennent leur liberté et tout. Sauf qu'il y a un mec qui a vu, qui observe, et qui commence à s'immiscer dans leur vie. Il est joué par Alain Delon. Commence à prendre possession des armes à feu, et voilà, c'est un combat qui va se faire entre les enfants et cet homme qui, voilà, c'est sur le pouvoir, sur la prise de pouvoir l'un sur l'autre. Et c'est vraiment un film fascinant. Non, c'est un film étonnant. Déjà, vous allez découvrir un Alain Delon différent. Deuxièmement, il y a une certaine noirceur. Alors, le film n'est pas parfait, mais cet affrontement entre les enfants, entre cet Alain Delon, qu'on voit pas tant dans le film, mais dans la présence, une sorte de grand méchant loup, fait vraiment peur. Et cette violence qui va monter et tout, non, excellent film. Vraiment à découvrir. C'est ça, moi j'adore. Moi c'est mon plaisir, c'est vraiment de découvrir ce genre de film. Dire, quand même, tu vois, Alain Delon c'était une star et il tentait ça, et je suis pas sûr que les stars maintenant tenteraient des films comme ça. Donc à découvrir, attention les enfants regardent. Autre film sorti en 1978 sur lequel je voulais revenir, L'Horrible Invasion. Alors L'Horrible Invasion c'est un film d'araignées. Mais l'un des plus impressionnants, déjà il y a des vraies araignées dans le film, la plupart du temps, et quand elles sont grosses et quand elles sont vraies, elles font beaucoup plus peur. Bon, l'horrible Invasion, c'est costaud, c'est une bonne série B, il y a des grosses araignées et des vraies, c'est bien foutu. Si vous n'aimez pas les araignées, et qu'en même temps vous voulez voir des films avec des grosses araignées, parce qu'on aime bien se faire peur avec ses phobies, et c'est un film que je vous conseille, voilà. C'est pas le film de l'année, c'est pas Les Dents de la Mer au niveau cinéma, mais c'est bien fait. Et il n'y a pas tant de bons films avec des araignées, je pense à Arachnophobie, mais le film là, L'Horrible Invasion, il fait beaucoup plus peur. Donc si vous avez envie de voir un film d'araignée, L'Horrible Invasion, et en plus il y a William Shatner, et William Shatner, moi j'aime bien, j'adore Captain Kirk, puis il joue dans The Intruder, qui n'est pas le film le plus connu de Corman, mais son film le plus engagé, et il était très bon dedans. C'est une très bonne série B, presque documentaire dans sa façon de filmer parfois avec les araignées, mais on n'oublie pas l'histoire, c'est un bon film d'épouvante, à voir absolument. Moi c'est vraiment une bonne série B, et ça n'existe quasiment plus, et c'est bien ce qui manque au cinéma. À noter quand même que le film utilise 5000 vraies tarentules, et ça à mon avis, 5000 vraies tarentules, c'est beaucoup plus efficace que des tarentules en images de synthèse. Là tu sens leur grosse patte velue, Capricorn One, et Peter Yams. Alors Peter Yams, j'adore. Peter Yams... 2010. On reviendra sur 2010. Ah non, mais alors là, moi je veux pas entendre 2010 c'est un mauvais film. Oui, il fait suite à un chef-d'œuvre. Il ne l'égale pas parce que 2001. Mais alors, ça aurait pas été la suite de 2001. On tient un des meilleurs films de SF des années 80. Je vous assure. Et Capricorn One, film beaucoup plus les théories conspirationnistes, parce que là c'est un faux atterrissage sur Mars et des astronautes qui vont se retrouver coincés entre les services secrets, la NASA et tout ça. C'est super bien réalisé, et Peter Yams c'est un chef-op, et on sent vraiment que c'est un mec qui sait faire de l'image. J'adore le casting. Elliot Gould, plutôt du cinéma d'auteur, mais ici excellent. James Brolin, qui est un solide acteur. O.J. Simpson, qui est pas dans un rôle comique comme il fera après avec Y a-t-il un film pour sauver la reine et compagnie, mais qui est solide. Et c'est vraiment, c'est le thriller paranoïaque, et ils sont poursuivis, comment ils vont s'en sortir. Et c'est d'une efficacité redoutable. C'est tout le cinéma de Peter Yams, mais aussi d'un John Badham, autre cinéaste qui savait faire des films vraiment efficaces. Et pareil, vous pouvez regarder Capricorn One, ça a pas vieilli, j'aime bien le côté un peu paranoïaque, un peu aux frontières du réel, X-Files quoi. Et pour finir, une petite rafale de films que je vais évoquer rapidement, parce qu'ils m'ont semblé intéressants, ou parce que c'est des films que tout le monde connaît. Ted Kotcheff, on le connaît pour Wake in Fright. Moi, je le connais sous ce titre-là, ce film qui se passe en Australie, qui est complètement barré. On le connaît aussi pour Rambo, mais il a fait aussi La Grande Cuisine. C'est un whodunit, réalisé par Kotcheff, où les plus grands cuisiniers se font assassiner. Et pourquoi je vous en parle ? Parce que le casting est hallucinant. Les amis, on retrouve Jacqueline Bisset, Georges Segal, on retrouve Philippe Noiret, on retrouve Jean Rochefort, Jean-Pierre Cassel, Jacques Balutin, mais on retrouve aussi Jacques Martin. Dans un film de Ted Kotcheff, moi j'ai envie de le voir. Voilà, moi je vais être franc, je l'ai pas vu, mais je voulais le garder à la fin. Les étrangetés que j'ai pas encore vues, La Grande Cuisine de Ted Kotcheff, c'est peut-être très très mauvais, mais je suis quand même très très intrigué. Surtout que le garçon réalise 4 ans plus tard Rambo quand même. Autre film sorti en 78, Le Passe-Montagne de Stévenin. Jean-François Stévenin, cinéma très particulier. Alors vous allez errer, vous allez faire des rencontres, mais c'est jamais chiant. Donc je tiens à préciser ce que je vous dis comme ça, vous allez faire des rencontres et tout, ça peut être chiant. Mais c'est pas un film contemplatif, non. Le Passe-Muraille, c'est un film étrange, presque onirique, où vous allez rencontrer des gens dans des baignoires,
des alcooliques. Ça va beaucoup déambuler, on ne sait pas où on va, on ne sait pas pourquoi, mais c'est très étrange et c'est très spécial. Donc si vous voulez vraiment voir un film très particulier, Le Passe-Montagne de Steve Nain et avec Jacques Villeray, c'est vraiment une œuvre atypique. La raison d'État porte très bien son nom. C'est un film engagé, comme on faisait beaucoup dans les années 70, et qui dénonce comment les États sont prêts à faire les pires choses pour récupérer du pognon, pour prendre le pouvoir, et ils sont prêts à peu près à tuer tout le monde pour que ça ne se sache pas. Jean-Yann est très bon. Ah, il est super, il est super. Il est horrible dans le film, il est très très bon. Alors, le film en lui-même, la mise en scène de Kayat, elle est un peu scolaire. Le film, il reste très très scolaire sur la dénonciation. Boissy est beaucoup plus rentre dedans. Voilà, je vous ai parlé de films comme Le Sucre et tout, que j'aime beaucoup plus. Ou carrément le film le cinéma de Challonge, qui va vers quelque chose de très abstrait et à la fois qui peut causer, qui passe bien les époques. Là, on est... ouais, des fois, on est un peu dans le téléfilm vérité. Mais ça reste à voir, parce que moi, voilà, film engagé, j'adore. Et c'est un cinéma qui me manque. Le cinéma engagé et populaire. Je tiens bien à préciser, parce que si tu fais un film engagé, mais qu'il n'y a que 5 mecs qui le regardent à la MJC de Plouffancy-les-Oies, on s'en fout réellement. Jean-Yann et Monica Vitti étaient quand même des acteurs en Italie et en France qui étaient quand même très connus. Voilà. Un film à découvrir, vraiment. En plus, Hérédité chez Gaumont. Sur le DVD. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette vidéo. J'espère qu'elle va vous plaire. Je compte sur vos partages, sur vos likes, sur vos abonnements. Parce que ne rêvez pas, la chaîne, sans tout ça, elle est vouée à disparaître parce que c'est comme ça qu'on monte sur dans le référencement YouTube. C'est pour ça que quand les gens ils vous disent abonnez-vous, likez cette vidéo, ça vous coûte rien mais ça nous aide, bah oui, c'est vrai, c'est essentiel. Donc je compte sur vous, je compte aussi sur vous pour défendre cette vidéo, pour la partager, parce qu'elle ne répond pas aux algorithmes de YouTube, parce qu'elle ne répond pas à cet esprit des marketeurs, elle ne répond pas à ce côté un peu du jeunisme actuel où on fait disparaître tous les films. Non, c'est une vidéo pour les cinéphiles, pour les gens curieux, pour vous. Voilà, bah, je vous remercie, je vous dis à une prochaine émission, Madouilien, Madouilienne. Bisous à tous. Salut Madouilien, salut Madouilienne.